Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie d'Arthur, que vous connaissez bien, et aussi de François Zaninotto. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Qui est PDG de Marmelab, et je le dis correctement, et qui est aussi fondateur de nombreux projets open source renommés, tels que React Admin ou encore Greenframe. Bonjour François. Bonjour à tous les deux. On se retrouve aujourd'hui tous les deux pour parler d'un sujet d'actu, l'empreinte carbone des développements et plus particulièrement comment est-ce qu'on peut faire pour les mesurer et les réduire. Alors c'est un sujet assez compliqué. On a déjà évoqué au micro de ce podcast plusieurs fois des pistes, mais aujourd'hui on a quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet et qui va permettre de grandir là-dedans. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, François, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu t'en souviens, ton premier projet informatique ? Alors, je sais pas si on peut parler d'un projet informatique, mais quand j'avais 13 ans, j'avais un Amstrad CPC 6128, ce qui, pour les auditeurs les plus anciens, permettront de situer à peu près mon âge. Et donc, j'avais développé en BASIC un programme qui permettait de dessiner des montagnes en 3 dimensions, avec de la couleur, il y avait même de la neige, il y avait même des fleuves qui coulaient et tout, c'était fabuleux, j'avais passé beaucoup de temps. Et pour faire une image, il fallait 1h30. Voilà, une image qu'on fait aujourd'hui en 1/16e de seconde avec une résolution bien meilleure. Donc j'ai choisi de pas faire carrière dans le dessin sur ordinateur parce que c'était quand même pas très efficace par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais me voilà aujourd'hui quand même dans ce domaine et j'ai fait depuis quelques autres projets IT, mais j'ai abandonné le BASIC. Je sais pas si c'est encore très utilisé le BASIC, pour le coup on en croise vraiment plus jamais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un petit peu ton job, tes passions et puis un petit peu pourquoi t'en es arrivé là, ton parcours? Alors moi j'ai 49 ans, je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle donc Marmelab, que j'ai créée il y a 10 ans, qui est une petite agence web d'une 20aine de personnes localisée à Nancy, dans l'est de la France. Et notre passion, c'est l'innovation, c'est le fait de développer des applications à partir d'une idée et d'essayer de lever l'incertitude par l'expérimentation. Moi, je suis un techos à la base, je suis un faiseur et j'ai recruté des gens comme moi pour travailler là-dessus. Et pour nous, la technologie est un moyen plus qu'une fin en soi. Et donc, on va utiliser tout un tas de briques qui se renouvellent d'ailleurs assez régulièrement pour développer ces applications pour nos clients. Et puis, en termes de passion, à part l'innovation, le fait de faire grandir des gens autour de moi, parce que quand on est manager, quelque part, ça devient la mission d'une vie. Je fais du piano, j'adore la montagne, et voilà, c'est déjà pas mal. Et t'es resté dans le domaine de l'informatique à 49 ans, ce qui est déjà un exploit en soi quand on voit la majorité des gens dans ce domaine. Ah, je sais pas si c'est un exploit parce qu'en fait la grosse explosion de l'emploi et des carrières en informatique, elle est relativement récente. Je pense qu'on se posera cette question dans 10-20 ans, on verra ce qu'on deviendra. Après, pour l'instant, il y a toujours besoin de personnes pour entretenir les programmes en COBOL que les banques ont écrits il y a 30-40 ans. Avec les AS400. Et je pense que dans 30-40 ans, il y aura encore besoin de gens pour développer, pour maintenir les applications en Node.js, en JavaScript qu'on développe en ce moment. Donc on verra bien. Moi, j'espère que ça sera passé d'ici là. On sera retourné à des technos un peu plus stables et fiables. Du basique. Du basique. Du basique. On va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Greenframe? Alors dans les grandes lignes, et après on rentrera un peu en détail sur ce que ça fait, un peu qu'est-ce que ça peut apporter. Ouais, Greenframe, c'est un outil pour les développeurs qui les aide à mesurer, à réduire les émissions carbone du numérique qu'on fabrique. Donc c'est vraiment un outil à destination de ceux qui font le numérique, non seulement développeurs, mais aussi les concepteurs, les graphistes, éventuellement les gens d'infrastructure. Parce que ces gens-là, sans doute, comme nous, se sont posé la question, mais est-ce qu'on ne contribue pas par notre action aux émissions de gaz à effet de serre et de façon indirecte au réchauffement climatique. Et donc Greenframe est là pour répondre à cette question. Et au-delà de dire combien ça émet, Greenframe permet d'outiller une démarche de réduction, permet de valider que des modifications dans le logiciel ont un impact positif ou négatif.
permettent aussi ce qu'on appelle une assurance carbone. Ça veut dire que GreenFrame, on le met dans son intégration continue, on l'oublie, et puis le jour où les émissions carbone dépassent un seuil prédéterminé, paf, ça sonne, et ben là, il n'y a pas à tergiverser, il faut réduire les émissions pour avancer. D'accord, donc ça c'est le périmètre de GreenFrame, donc c'est un projet open source, c'est ça que tu as lancé à côté de ton activité principale de Marmelab? Alors voilà, l'activité principale de Marmelab, c'est du service, c'est 75% de notre chiffre d'affaires, c'est donc vendre des sprints, des itérations agiles à nos clients. Et puis on s'est diversifié il y a 2 ans et demi dans un business model d'éditeur de solutions pour les développeurs, et on en édite 2 à date. La première s'appelle React Admin. C'est un framework open source qui permet de développer plus rapidement des applications B2B, des admins, etc. Qui est aujourd'hui financé par des abonnements sur une version entreprise. Donc on a trouvé la martingale pour faire de l'entreprise, pour faire de l'open source et être payé pour ça. Donc je suis vraiment content. Et le deuxième projet s'appelle donc GreenFrame, et on l'a développé à la base pour nos propres besoins. On voulait savoir combien on émettait quand on faisait le logiciel. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls qui avaient ce besoin-là, et donc on en a fait à la fois un projet open source, le collecteur, le modèle, le calculateur sont open source, et puis un service en SaaS qui s'appelle greenframe.io qui, on l'espère, pourra nous permettre de rentabiliser l'investissement qu'on a mis dans cette aventure. Parce que j'imagine que c'est conséquent. Moi, je vais faire une petite aparté parce que je pense que on a, en tout cas, la population des développeurs au sens large. Je mets tout le monde du développement dans le même panier, c'est-à-dire les concepteurs, les développeurs et compagnie. C'est peut-être la population qui est la moins érudite sur ce sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce qui est, j'ai envie de dire, éco-conception, tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone, bah c'est beaucoup traité par les data centers et compagnie, parce que eux ils font le job au maximum. Et moi j'avais des gens de chez Schneider que j'ai interviewé, ils sont déjà au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Et puis de l'autre côté il y a les utilisateurs, mais au final ceux qui sont vraiment responsables de ce qui se passe, ce sont les développeurs. Et ça pour le coup ils sont pas, enfin nous on le voit bien, hein, c'est pas une population qui est vraiment très habituée à manipuler le concept. Donc moi, je suis très très content de t'avoir au micro parce que je pense qu'on va pouvoir vraiment expliquer un petit peu en détail qu'est-ce qui est possible de faire et déjà qu'est-ce qu'on mesure. Et du coup, on va rentrer dans ma première question, c'est qu'est-ce que l'empreinte carbone ? Est-ce que tu peux nous la définir pour quelqu'un qui aurait jamais entendu le sujet, et qu'est-ce que l'empreinte carbone dans le monde du développement ? Alors, je vais commencer par dire que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que si on veut répondre correctement, il faut faire appel à la norme ISO 14040 ou ISO 14044, ou alors à l'analyse de cycle de vie, ou alors à la méthode bilan carbone, qui sont des méthodes normalisées pour estimer les émissions de gaz à effet de serre et autres impacts environnementaux liés à un process, un produit. Bref, c'est compliqué. Si je résume, chaque métier, chaque geste peut avoir un impact environnemental. Cet impact environnemental, il est multifactoriel. On va consommer des ressources aquatiques, on va polluer l'air, on va faire des déchets, et on va aussi émettre du carbone. Donc, une grosse partie de l'analyse environnementale aujourd'hui s'intéresse aux émissions carbone parce que c'est la partie la plus visible, celle qui contribue à ce qu'on vit au quotidien, le réchauffement climatique. Et après, la question c'est qu'est-ce qui émet du carbone dans ce qu'on fait, et notamment dans les produits numériques. Eh ben, là, c'est vraiment une question compliquée. Il y a des tas de scientifiques qui bossent sur la question, qui créent des modèles. Ces modèles sont pas toujours d'accord entre eux. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a grosso modo un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de la production des appareils, un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'utilisation des data centers, et un tiers des émissions qui viennent plutôt de la partie terminal client. Je dis à peu près parce que, en fait, il y a des études qui montrent que selon les modèles qu'on prend, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est marrant parce que nous, on a été formés par Carbone 4 sur la partie un peu IT, et ils n'avaient pas tout à fait les mêmes chiffres que ce que tu donnes là, mais ça reste les bonnes proportions, quoi. Alors, faut savoir que l'épaisseur du trait, elle est vraiment importante. Il n'y a pas de consensus au sein de la communauté scientifique sur ce sujet. Et par exemple, sur l'impact des data centers, selon les études qu'on considère, on va trouver une différence d'un facteur de 1 à 4. Sur l'impact du réseau, selon les études qu'on prend, on va trouver une différence d'un facteur de 1 à 10 000.
Donc il y a une énorme épaisseur du trait. C'est dingue. Et c'est très difficile d'avoir une vision synthétique de l'ensemble des émissions parce qu'il faut prendre des modèles qui sont pas forcément compatibles entre eux, qui n'ont pas forcément le même scope, et donc c'est vraiment compliqué. Et c'est même impossible puisque aujourd'hui, je le disais, il n'y a pas de consensus. Donc si on attend que les scientifiques se mettent d'accord pour commencer à réduire nos émissions, il sera trop tard. Et donc le pari qu'on a fait avec GreenFrame, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir un thermomètre certifié pour commencer à réduire nos émissions? L'astuce de GreenFrame, c'est de dire, ce qui nous intéresse, c'est pas tant combien on émet, c'est quelle est la différence d'émissions entre deux mesures. Parce qu'à partir du moment où on est capable de calculer un différentiel, on est capable d'outiller une démarche de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si notre modèle à la base est faux, mais que les variations détectées par notre modèle sont proportionnelles aux véritables émissions, alors on peut déjà commencer une démarche de réduction d'émissions. Si je fais une analogie, c'est comme tu dis, mon thermomètre il marche pas. Dans l'absolu, il donne pas la bonne température, mais par contre, si je prends deux mesures consécutives avec mon thermomètre, le différentiel entre les deux est bon, et du coup, je peux quand même m'inscrire dans une démarche d'amélioration. Exactement. Donc aujourd'hui, si vous faites une mesure avec GreenFrame sur, par exemple, une visite d'un site web, il va vous donner un ordre d'idée de, je sais pas, ça peut être entre 20 et 60 mg d'émissions d'équivalent CO2 par visite, là où d'autres outils vont donner des résultats qui sont d'un ordre de grandeur supérieur en général. Mais j'ai envie de dire, c'est parce qu'ils ont un modèle faux, ou c'est parce qu'on a un modèle faux, mais en fait on s'en fiche. Ce qui est important, c'est surtout si je fais une première mesure sur un site web, ensuite je fais une modification du code de site web, et je fais une deuxième mesure et je me rends compte qu'il y a eu 5% de baisse entre les deux mesures, sur notre score carbone, ça veut dire qu'il y a eu 5% de baisse pour de vrai sur les émissions carbone. Et ça suffit parce qu'en fait, quand des gens viennent nous voir en nous disant combien émet mon site, je leur dis vous posez pas la bonne question. La bonne question, c'est je dois réduire mes émissions de gaz à effet de serre de 5% par an pour être sur la trajectoire des accords de Paris. Comment je fais? GreenFrame répond à cette question-là. GreenFrame donne un outil qui mesure ce différentiel et qui permet de valider qu'on est sur la bonne trajectoire. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez développé donc un algo un peu custo pour mesurer. Et donc vous avez une recette interne de calcul, qui est open source, mais je veux dire qui permet de calculer ça en fonction de quoi. C'est quoi? C'est des sondes qu'on met dans les applications, c'est des sondes qu'on met sur les serveurs. Comment ça fonctionne? Alors en fait, l'idée de base, c'était de se dire, on veut mesurer l'empreinte d'un système numérique, parce que comme je le disais, il y a beaucoup d'émetteurs dans le cas d'une application web. Il y a la partie serveur, la partie réseau, la partie client. Il y a des CDN, il y a aussi la partie matérielle. Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Donc on s'est dit, on va reproduire l'ensemble du système numérique qui exécute un scénario d'utilisation dans un environnement contrôlé, conteneurisé, donc avec Docker, et on va utiliser des API de Docker pour mesurer des métriques système, nanosecondes d'exécution CPU, mémoire, IO disque, IO réseau, sur l'ensemble de ces composants. D'accord. Et ensuite, à partir d'un modèle synthétique des émissions, on va transformer ces métriques système en une métrique énergétique qui sont des wattheures, et ensuite convertir ça grâce au poids de l'énergie en émissions de gaz à effet de serre. C'était une idée assez simple. On s'est dit, notre métier c'est de faire de l'innovation, donc on va le faire. On s'est lancé là-dedans et en fait c'était très compliqué comme d'habitude, mais l'erreur classique des ingénieurs c'est de se dire que les choses sont simples avant d'avoir mis le nez dedans. Nous on a fait appel au Lauria, qui est un laboratoire d'informatique conjoint entre le CNRS et l'INRIA pour créer ce modèle scientifique, ce modèle synthétique des émissions. Ça leur a pris 6 mois pour choisir les bonnes études, pour valider qu'elles étaient compatibles entre elles, pour voilà tout ça. Il nous a fallu encore un an et demi pour faire l'ingénierie autour, pour collecter le signal, pour réduire le bruit, pour essayer d'avoir une précision importante. Cette question de la précision, elle est cœur, parce que si entre deux mesures, vous avez un score qui varie de 20%, vous détecterez rien en dessous de 20%. Et donc nous, il nous a fallu pas mal de temps pour arriver à une précision de l'ordre du pourcentage. Et une fois qu'on a eu ça, on l'a appliqué sur des projets internes et puis sur des projets des clients, et ça a commencé à donner des résultats. Et donc tu en parlais, le modèle, le collecteur, tout ça est open source. Les gens peuvent soulever le capot et voir comment ça fonctionne. Ils peuvent l'utiliser aussi, et s'ils veulent avoir
un suivi dans le temps, une gestion des droits d'utilisation, l'intégration dans leur usine logicielle, et ben ils peuvent sans installation utiliser le service greenframe.io. Donc, ce que tu dis, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est que globalement, vous ne captez pas les choses à l'exécution de l'application au sens une fois qu'elle est en prod et compagnie. C'est dans la phase d'intégration que vous jouez des scénarios sur un environnement maîtrisé, et c'est sur cet environnement maîtrisé que vous faites des mesures sur les différents Docker pour avoir une vision d'ensemble. C'est ça le fonctionnement général. Exactement. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, c'est pas possible de mesurer en production. Comme une partie importante, mettons entre 30 et 50% des émissions, provient de la consommation du réseau et des terminaux utilisateurs. Si on veut mesurer ça en production, il faudrait mettre sur tous les smartphones ou sur tous les laptops un agent avec les droits administrateurs qui collecterait au niveau système des informations sur voilà. Donc aujourd'hui, on a déjà du mal à faire accepter des cookies. Je vois mal comment on va faire accepter aux gens un mouchard qui va regarder en permanence. L'autre solution, donc c'est pas possible en production. Après, il y a beaucoup de solutions qui se basent sur des bouts de JavaScript, mais qui font ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose, ils peuvent pas mesurer grand-chose, quoi. Alors, il y a des solutions qui mesurent des métriques, effectivement des métriques navigateurs, nombre d'éléments dans le DOM, nombre d'images, nombre de requêtes HTTP, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études aujourd'hui scientifiques qui montrent une corrélation entre ces métriques et les émissions de gaz à effet de serre. Nous, on a cherché, parce que ce serait tellement plus simple de se baser sur des métriques navigateurs, mais aujourd'hui, c'est pas prouvé. Et on a voulu vraiment revenir aux bases, revenir à la science en se disant qu'est-ce qui fonctionne. Et les études qu'on a trouvées corrèlent les émissions de gaz à effet de serre avec la consommation d'énergie, avec éventuellement l'activité du CPU, avec les IO réseau, etc., mais pas avec le nombre d'éléments dans le DOM. Puis quelque part, c'est une notion beaucoup plus pure d'aller chercher le temps de CPU, le temps d'IO ou le temps de réseau que de baser sur un navigateur qui lui-même interprète un tas de choses là-dessus, quoi. C'est une notion plus pure, puis surtout plus globale. Elle a l'avantage de fonctionner avec tous les langages de programmation. Nous, en gros, on exécute comme des machines virtuelles et puis on regarde ce qu'elles consomment. On n'est pas à outiller ou à analyser le code pour dire ce code-là, il est bon, ce code-là, il est pas bon. Nous, ce qu'on voit, c'est la consommation d'énergie en direct. Et du coup, ça s'adapte à n'importe quel type d'application, parce que moi, souvent, la critique que je fais avec tous ces outils qui existent pour mesurer l'impact carbone ou CO2, c'est que ça utilise, par exemple, une page web ou compagnie, mais ça mesure pas du tout, en fait, le système d'information dans son ensemble, qui est souvent composé d'une dizaine de briques et compagnie. Là, on peut vraiment rejouer un scénario sur une dizaine de briques différentes qui sont toutes les composantes du système d'information. Exactement, c'est fait effectivement pour avoir une vision à 360. Donc pour te donner une idée, il y a Le Monde, l'éditeur du site lemonde.fr qui est venu nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez mesurer et réduire les émissions d'une visite sur la page d'accueil du site lemonde.fr de 30%. Et donc on a dit on va essayer, on va relever le défi. On a fait une première mesure et pour ça il a fallu reconstituer l'ensemble de leur récit en laboratoire et puis voir ce qui du client, du serveur, du réseau émettait le plus. Et puis on a mis en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques. Alors je dis bonnes pratiques et je fais des air quotes avec mes doigts parce que ces bonnes pratiques qu'on trouve dans un certain nombre de guides sont pas prouvées et il y a aucune garantie que quand on les applique, elles fonctionneront ou pas. Et donc la démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre du numérique aujourd'hui, ça consiste à intuiter que telle ou telle pratique va fonctionner, la tester, mesurer avant-après, puis ça marche, on la garde, ça marche pas, on la met à la poubelle, et puis au fur et à mesure de cette démarche, on a un certain nombre de petits gains. Et dans le cas du site lemonde.fr, au bout de 2 mois et demi de travail, on est allé voir, on a dit, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une visite sur votre page d'accueil de 21%. Et si on enlève la publicité, ce sera 70%. Et ils nous ont dit, 21% c'est bien, on va prendre 21%. Et comment ça se passe, Greenframe, quand vous faites une mesure? Est-ce qu'il vous propose des axes d'amélioration ou est-ce qu'il vous donne une mesure brute et il vous dit, maintenant vous modifiez, vous refaites une mesure et vous comparez? Alors c'est effectivement la principale difficulté aujourd'hui. Comme il n'y a pas de guide de bonne pratique validé par l'expérimentation, on ne peut se reposer que sur un certain nombre de guides, par exemple les 115 bonnes pratiques d'éco-conception de Green IT, les guides de la mission interministérielle du numérique. Il y en a 4-5 comme ça, des guides de bonnes pratiques dans lesquels il faut aller piocher un peu hasard ou un peu avec l'expérience en se disant ça risque plus de marcher qu'autre chose. Greenframe va donner quand même des indications, il va dire
dans quel composant il y a des émissions plus importantes, à quel moment du scénario. C'est-à-dire si on fait un scénario typiquement sur un site de e-commerce où je vais naviguer sur un catalogue, faire une recherche, regarder une page produit, l'ajouter au panier et puis faire un checkout, GreenFrame va être capable de dire c'est dans l'étape de l'ajout au panier qu'on émet le plus. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que GreenFrame, comme il est prévu pour s'intégrer dans l'intégration continue, dans l'usine logicielle, il va être capable de montrer une différence au niveau d'une pull request, d'un ajout de fonctionnalité. Et là, c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'un développeur rajoute une fonctionnalité, il voit que ça rajoute 5%, il sait que c'est dans le code qu'il a rajouté qu'il y a le souci. Il y a un problème. Qu'il y a un problème, exactement. Alors, c'est marrant parce que nous, on n'a pas pris cette démarche-là pour travailler. Nous, on s'est plutôt basé sur les audits de code. Et on s'est défini une centaine de règles internes d'amélioration de code en partant du principe que finalement, par le code, on avait aussi beaucoup de choses qu'on pouvait accéder et voir comme problème de consommation. Et sur les premiers trucs qu'on a fait, ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Mais c'est complémentaire à cette démarche-là, c'est-à-dire de dire quelle est la mesure et après qu'est-ce que je peux concrètement faire. Et effectivement, je partage tout à fait ce que tu dis en disant qu'aujourd'hui il n'y a pas de référentiel validé ou normé qui nous dise concrètement dans le code qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Ouais, et puis les gens sont pas tout à fait d'accord non plus sur ce que c'est que le beau code, sur ce que c'est que les bonnes pratiques là-dessus. Et même au-delà de ça, ça peut être une perte de temps sèche de faire de l'optimisation de code. Une bonne raison pour ça, c'est que souvent on se concentre sur le code côté serveur, celui sur lequel on peut faire des mesures. Si on est développeur PHP, Java, C#, je sais pas, on va calculer le temps par requête. Ça, c'est des métriques qu'on a à notre disposition quand on a un APM, par exemple. Et dans notre expérience, quand on mesure les émissions à 360 clients, serveur, réseau, la partie serveur, la partie data center, donc serveur web, reverse proxy, base de données, enfin tout ça ensemble, ça représente moins de 5% de l'ensemble des émissions. Et donc quand on se concentre sur la partie serveur, on passe à côté de l'essentiel. Et il y a des raisons à ça. Hein. D'abord, c'est que nos serveurs, ils sont optimisés pour gérer tout un tas de requêtes en parallèle. C'est qu'en fait, comme c'est des coûts, ça fait très longtemps aussi qu'on s'est posé la question de cette optimisation. Tu vois, tu parlais de gens qui s'intéressent à la partie serveur, à la partie hébergement. Il y a une logique à optimiser les émissions à ce niveau-là, c'est que ça réduit les coûts pour les entreprises. Mais quand on s'intéresse aux principales émissions, qui sont la partie réseau et la partie client, en fait, c'est pas les éditeurs de solutions qui payent ça. C'est pas les éditeurs de solutions, et donc ils n'ont pas d'intérêt à le réduire. Malheureusement, c'est là où il y a l'essentiel des émissions, ce qu'on appelle le scope 3, les émissions indirectes liées à l'utilisation du logiciel. Donc on a vraiment besoin d'outils à 360 pour nous dire par où commencer, et par où commencer, c'est sûrement pas réécrire la base de code PHP en Rust, parce que ça servira vraiment pas à grand chose. Donc ce que tu es en train de dire, et ça c'est super intéressant, et du coup c'était la question que j'allais amener, c'est qu'est-ce qui, au vu de ce que vous avez étudié chez GreenFrame, consomme le plus? Tu l'as déjà un petit peu dit, donc c'est plutôt la partie réseau que finalement la partie serveur ou la partie client. C'est vraiment cette partie-là qui a l'air d'être, dans vos modèles en tout cas, celle de ressortir le plus fort. Dans nos modèles, c'est plutôt la partie client, puis la partie réseau, puis la partie serveur. D'accord, la partie client. Et la partie client, alors après ça dépend sur quel terminal on utilise. Hein. Si on fait une application web destinée à un laptop ou un desktop, il y a des éléments de ce système-là qui consomment beaucoup, notamment l'écran. L'écran qui est allumé en permanence. Vous consultez une page web, il y a un peu de réseau pour télécharger les données, il y a un peu de CPU pour transformer tout ça visuellement, mais globalement, ça prend quelques centaines de millisecondes. En revanche, le temps que vous passez devant l'écran à lire la page, il faut alimenter l'écran pour ça. Et donc en fait, ça veut dire que l'élément principal le facteur principal d'émission de gaz à effet de serre dans une page web, c'est le temps qu'on passe devant. Et alors évidemment derrière, si vous regardez plutôt de la vidéo que du texte, il y a la quantité de données, etc. Mais bien sûr. Mais c'est l'élément principal. Quand vous parlez de consommation d'écran, est-ce que vous allez jusqu'à aller voir est-ce que un pixel sombre consomme plus qu'un pixel blanc, etc. Ou est-ce que vous avez fait un modèle sur une moyenne d'écran, on va dire global, et puis parce qu'il y a aussi différents types d'écrans, que ce soit OLED, que ce soit QLED, etc. Vous avez des modèles comme ça qui permettent de déterminer vraiment comme vous dites que c'est ce qui consomme le plus entre guillemets l'écran, jusqu'à où vous avez placé le curseur au niveau de cette consommation là?
Alors nous, on n'a pas fait des modèles, mais il y a des scientifiques qui l'ont fait, qui sont capables de dire tel type d'écran il consomme tant. Donc nous, on s'est basé sur ces modèles pour faire le modèle de GreenFrame. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'un pixel sombre ou clair sur un écran LCD, ça consomme exactement la même chose. Donc les écrans de laptop, les écrans d'ordinateur de bureau, que ce soit en mode sombre ou en mode clair, ça consomme la même chose. Okay. Et si on parle des smartphones, donc c'est les seuls qui aujourd'hui ont des écrans AMOLED ou OLED, les smartphones, ils consomment déjà pas grand-chose. Un smartphone, c'est un chargeur de 5 à 10 watts que vous chargez une fois par jour. C'est incroyable. Ça consomme rien. En fait, c'est normal, c'est fait pour l'autonomie, ces appareils-là. Donc ça ne consomme rien. Donc ça veut dire que si vous vous posez la question de réduire la consommation de votre site, les émissions de gaz à effet de serre de votre site en passant à un mode sombre sur smartphone, ça aura honnêtement peu d'impact. Là, sur mobile, les principaux facteurs seront côté réseau, côté éventuellement la complexité des scripts et le nombre d'appels. Et la pub que vous mettez dedans. Et la pub, et puis le temps d'écran à nouveau. Mais ces optimisations techniques, elles auront peu d'impact sur mobile. Okay. Et du coup, ça veut dire que quand on rentre dans le modèle GreenFrame, il faut préciser quel est l'usage réel de l'application qui est faite. C'est-à-dire de dire, est-ce que c'est une application qui est utilisée plutôt laptop, plutôt mobile, plutôt tablette. Là, vous rentrez là-dedans dans le paramétrage ou du coup, c'est standardisé? Oui, alors effectivement, il y a des facteurs dans le modèle GreenFrame que nous, on a basé sur notre compréhension de la littérature scientifique. Donc nous, GreenFrame par défaut mesure l'impact d'un système numérique qui comprend un laptop 14 pouces sur un réseau Wi-Fi et plutôt en France. Après, on peut modifier les facteurs parce que toutes ces choses varient. Mais l'important, c'est de les fixer au départ et de plus les faire varier, ces facteurs, parce que sinon on va avoir des variations dans l'empreinte qui sont pas liées à des modifications du logiciel. Et c'est d'ailleurs le vrai problème de la plupart des approches aujourd'hui de bilan carbone ou de mesure des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il y a tellement de variables qu'on ne détecte pas les changements dont on est responsable. Si je vous dis, vous avez fait un bilan carbone avec, il y a plein de bureaux d'études qui le font, vous avez fait un bilan carbone et vous émettez, je sais pas moi, 5 tonnes par collaborateur et par an. Un ordre d'idée pour, par exemple, des sociétés de services. Et que l'année d'après, je vous dis, vous avez émis 4,5 tonnes. Génial, c'est bien, mais comment ça se fait? Quel est, dans vos actions, le responsable de ça? Est-ce que c'est parce que vous avez peut-être moins de personnes, et donc dans vos locaux, le chauffage est réparti entre davantage de personnes, auquel cas, plus de personnes, et donc c'est réparti entre plus de personnes, auquel cas il vous a pas vraiment fait des efforts, mais vous avez quand même réduit vos émissions par personne. Est-ce que c'est parce que vous avez convaincu vos collaborateurs de manger moins de viande et donc ça se passe bien, ou de venir à vélo, ou est-ce que c'est parce que vous avez vraiment une activité économique qui a baissé et donc vos dépenses auprès des différents clouds sont moindres et leurs émissions sont moindres aussi? C'est assez difficile. Donc GreenFrame a une approche assez simple vis-à-vis de ça, c'est qu'on fixe tous les paramètres dont ne sont pas responsables l'équipe qui fabrique le logiciel. On fixe le coût de l'électricité, on fixe le trafic, d'accord ? On mesure pas l'empreinte de l'ensemble de l'utilisation du site, on mesure l'empreinte d'une exécution d'un scénario. Et donc si le scénario est exécuté 50 000 fois ou 5 millions de fois, ça changera pas le score de GreenFrame. On va mesurer sur un banc de test qui est étalonné une bonne fois pour toutes et on n'en change plus. Et comme ça, de mois en mois, s'il y a des changements, on sait que les seuls responsables, c'est l'équipe qui fabrique. Mais du coup, et on touche à ce que tu as dit tout à l'heure, moi je voudrais faire un parallèle, c'est en gros, grosso modo, si on veut être crédible dans la réduction de l'empreinte carbone, il faut quelque part réduire le temps d'usage des applications ou réduire le temps d'écran ou réduire ça. Et du coup, ça, dès qu'on touche à ça, moi en tout cas dès que j'en parle à des clients, on bascule dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ils sont OK pour faire de l'optimisation, ils sont OK pour faire de l'efficience de code et compagnie, mais en fait, dès qu'on va toucher à de la fonctionnalité et ou de la sobriété au sens large, là, il n'y a plus personne. C'est quoi ton avis sur ce sujet-là chez GreenFrame? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas-là? Évidemment, on l'a à chaque fois. Ça veut dire que quand je vous parle du cas du Monde où on leur dit si vous voulez vraiment réduire vos émissions de gaz à effet de serre, il faut enlever la pub, on rentre en conflit avec le modèle économique. Et ça arrive très vite. Très vite. Très vite. C'est un problème. En fait, on y arrivera par la réglementation, une prise de conscience collective, et puis le fait de se rendre compte que on a monté tout un tas de modèles économiques où
plus on s'enrichit, plus on émet de carbone. Ouais. Et ces modèles-là, ils sont à proscrire, parce que si notre modèle c'est de s'enrichir toujours davantage, ben, ça veut dire qu'on va émettre toujours davantage. Après, il y a des alternatives. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des métriques d'utilisation basées sur le temps d'utilisation. Par exemple, Netflix va essayer de maximiser le temps passé devant l'écran. Alors que, est-ce que c'est vraiment ça qui définit leur chiffre d'affaires? Ben, probablement que pas seulement. Enfin, je me dis que Netflix, ce qui est important, c'est le taux de désabonnement ou le taux de réussir à convaincre d'autres gens de s'abonner. Donc ça c'est les métriques vraiment importantes de leur métier. Pourtant, ce qu'ils cherchent à maximiser, c'est le temps d'écran. Et le temps d'écran, pour le coup, il est directement proportionnel aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que les entreprises, il faut qu'elles se focalisent sur la bonne métrique. Et j'ai envie de dire que le temps d'écran, le temps d'utilisation, ça doit être une métrique négative. Ça doit être une métrique qu'il faut essayer de baisser à tout prix parce que elle va dans le mauvais sens au niveau des émissions de gaz à effet de serre. On rencontre, nous, plein de clients qui nous posent ces questions-là. Et en fait, une partie de la réponse qu'on leur donne, c'est on peut pas juste dire que la sobriété numérique, c'est un problème des développeurs. On peut pas juste dire, voilà, j'ai conçu une application, maintenant optimisez-la moi. Les développeurs, ils pourront au mieux enlever 10-20% des émissions. Mais le gros des émissions, il se décide à la conception. Parce que si vous avez un site qui est blindé de vidéos en autoplay dès qu'il se lance, avec des effets visuels dans tous les sens, et puis qu'on essaie de scotcher les gens devant l'écran par tout un tas de stratagèmes marketing, en fait, on n'arrivera jamais, nous développeurs, à l'optimiser. Donc c'est pour ça qu'une grosse partie des réductions des émissions carbone se fait pendant la phase de conception, et d'où cette méthode qu'on appelle l'éco-conception, qui consiste à prendre en compte ces facteurs dès le début. Mais moi, je te rejoins complètement, parce qu'en fait, quand bien même on veut optimiser, ça donne Instagram, quoi. C'est-à-dire que Instagram, c'est codé aux petits oignons, c'est hyper bien codé, et pourtant, ça consomme de la vie des gens et des écrans de manière conséquente. Donc, dans des PME ou dans des boîtes françaises ou dans des boîtes qui veulent développer, vous aurez pas le niveau d'optimisation d'Instagram, et pourtant, vous pouvez faire des choses justement en travaillant sur le véritable axe qui est la sobriété, quoi. Mais ça, avant de le faire entendre, c'est pas gagné, quoi. Tu touches un autre point qui est vraiment délicat dans notre démarche, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Ça dit que quand on optimise un procédé, en tout cas quand on optimise la consommation de ressources d'un procédé, on va pas forcément réduire la consommation de ressources au global, parce qu'on peut augmenter l'usage. C'est l'effet rebond. Ici, c'est une forme d'effet rebond. Effectivement, le paradoxe de Jevons, c'est une forme d'effet rebond. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ça. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une réglementation qui dit, je sais pas, moi, vous avez un budget carbone par famille, par entreprise de temps, et vous pouvez pas le dépasser, il y aura ces effets rebonds, et on le voit aujourd'hui avec la numérisation d'un certain nombre de nos activités. Il y a des gains, mais ils sont en train d'être compensés par une augmentation des usages. Alors, malgré tout, le numérique, et je veux mettre une note d'espoir, le numérique, c'est principalement une solution avant d'être un problème. Par exemple, si on regarde le télétravail, c'est rendu possible grâce aux outils qui ont été développés par les informaticiens, et ça représente une économie de 275 kilos d'équivalent CO2 par an, selon une étude qui a été menée par l'ADEME. Donc ça prend tout en compte, ça prend l'économie des transports, mais aussi il faut chauffer chez soi, il y a tout ça en compte. Mais parce qu'on a des outils numériques qui eux-mêmes consomment, mais qui nous permettent d'éviter des transports et puis de la location de bureaux, etc., on peut aujourd'hui réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Donc le numérique, on va pas lui jeter la pierre, il émet, il est responsable aujourd'hui selon les estimations, entre 4 et 5% des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions du numérique, elles augmentent beaucoup par an, parce qu'il y a une un gros déport des usages vers le numérique. Mais le numérique, c'est aussi une solution de décarbonation de certains usages. Ça évite des déplacements, ça évite de chauffer des bâtiments. Et après, il va falloir qu'on réglemente. On n'a pas le choix. Ça veut dire que si on laisse les gens continuer à faire comme ils veulent, ils vont consommer davantage, toujours plus, et émettre davantage.
Et la prise de conscience ne suffit pas, même quand on dit aux gens, attention, c'est comme le Nutri-Score par exemple, hein, le Nutri-Score sur l'alimentation, on dit attention, mangez pas trop gras, sucré. Ça suffit pas aujourd'hui à lutter contre l'épidémie d'obésité. Il faut forcer à la fois les producteurs, les fabricants, les producteurs, c'est nous, hein, les informaticiens, et responsabiliser les consommateurs pour arriver à réduire cet impact-là. Et ce qui est très rigolo dans ton discours, et moi, c'est toutes les personnes un petit peu qui parlent d'éco-conception, de sobriété numérique, ils en viennent toujours au même sujet, c'est-à-dire que tant qu'on ne réglementera pas les choses, ça n'est pas que par l'action individuelle et la bonne volonté des gens qu'on arrivera à solutionner quelque part le problème, quoi. Eh ben oui, parce que quelque part des écolos, il y en a depuis les années 70, ça n'a pas empêché le réchauffement climatique. Rien du tout. C'est pas. En plus, on a tendance à culpabiliser les gens en leur disant, mais attendez, si vous avez telle voiture, elle émet plus que telle autre, c'est pas bien. Si vous mangez telle chose, vous aurez un impact plus important. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En culpabilisant les gens, on ne fait que quelque part leur fermer les oreilles à cette cause. En fait, il suffit de leur dire, non, aujourd'hui, il n'y a pas de viande à la cantine, ou alors, les SUV, les gros SUV qui consomment à mort, on n'en vend plus chez nous. Ou alors, il faudra payer très cher au péage sur les autoroutes, etc. C'est pas une question de quelque part de laisser le libre arbitre aux gens de faire bien pour les autres. Je prends une analogie il y a un système assez magique dans nos sociétés, ça s'appelle l'assurance. L'assurance, c'est un système qui est basé sur l'égoïsme et qui crée du bien commun. C'est-à-dire que moi, j'assure ma voiture, l'argent que je donne, c'est pas pour indemniser quelqu'un qui a eu un accident, c'est pour m'indemniser moi le jour où j'aurai un accident. Pourtant, c'est bien ce qui se passe. Mon argent, il sert à indemniser ceux qui ont des accidents. Et c'est l'argent des autres qui servira à indemniser mes propres accidents. Donc c'est un système qui est basé sur l'égoïsme, mais qui crée un bien commun. Et je pense que on a d'autres façons de mettre en jeu ces principes-là qui vont nous amener vers davantage de sobriété, davantage de partage. Alors là, on parle plus de technique, hein. On parle vraiment de comment est-ce qu'on modèle notre société, comment est-ce qu'on arrive à tourner la page de ce plus gros défi de notre génération qui est celui du réchauffement climatique. Effectivement, c'est pas que des mesures techniques qui vont y arriver, qui vont suffire. Il faudra des mesures de société, des mesures politiques, de la réglementation. Le technosolutionnisme, ça a ses limites, quoi. On peut pas tout faire par la techno en espérant qu'elle nous sauve de nous-mêmes. Je vois que le temps défile. On va essayer d'approcher d'une conclusion. Moi, j'aurais une petite question, c'est Greenframe, est-ce que ça s'adresse à tout type de société? Est-ce qu'il faut être un expert de la technologie? Est-ce qu'il faut être le super expert du DevOps pour arriver à mettre en place dans sa chaîne GitLab CI/CD les choses? Ou est-ce que c'est faisable à n'importe quel type de boîte? Et et par où tu recommandes de démarrer? Alors aujourd'hui, l'installation de Greenframe, elle est très simple. On peut demander à Greenframe de faire l'analyse sur ses serveurs de la partie navigateur. C'est-à-dire qu'on peut juste donner une URL et Greenframe va exécuter un navigateur sur nos machines et puis mesurer l'impact d'une visite sur cette page-là. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 1. Voilà. Si on veut le mettre dans l'intégration continue, il y a une action GitHub. Donc ça s'installe, pouf, clic bouton, on met pareil son token éventuellement pour que ça tourne sur nos serveurs. Ou bien on pointe un scénario en JavaScript qu'on a écrit ou enregistré, parce qu'on peut enregistrer un scénario utilisateur. Ça utilise un outil qui s'appelle Playwright, qui est édité par Microsoft, et qui permet d'enregistrer des sessions utilisateurs. Donc on peut appuyer sur un bouton, faire la session utilisateur qu'on veut mesurer, récupérer ce script-là, le mettre dans Greenframe, et puis le mettre dans l'action, donc c'est 3 lignes de YAML, le mettre dans l'action, dans le workflow d'intégration continue, et donc ça fonctionne. Après, donc ça c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est quand on veut mesurer toute la chaîne. Mesurer toute la chaîne, c'est mettre aussi les composants serveurs. Et là, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Soit on a déjà tout dockerisé et on est capable de lancer l'ensemble de l'infrastructure sous Docker et dire à Greenframe, voilà les container Docker que je veux monitorer, soit il faut le faire, et là en général ça demande un peu de travail. D'accord. Mais pour arriver à une première mesure, en général il suffit de quelques minutes. Et cette première mesure, elle donne déjà des premiers axes d'amélioration.
Donc tout dépend de l'ambition, j'ai envie de dire, de l'entreprise qui se lance là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des quick wins pour parler start-up, et que c'est pas la peine de se lancer dans un chantier ou avec une équipe dédiée ou ce genre de choses pour commencer déjà à réduire ses émissions. On peut le faire de façon assez simple. L'avantage aussi, c'est qu'une bonne partie des recettes à mettre en place pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre sont déjà connues, c'est celle de la web performance. Et donc, c'est des recettes qui sont déjà connues, notamment par les développeurs front, donc on peut se lancer là-dedans. C'est une raison de plus, d'ailleurs, de se lancer dans des chantiers de web performance. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est la géométrie variable en fonction de la priorité stratégique qui est donnée par le directeur technique à cette question. Eh ben, du coup, nous, on a déjà testé un petit peu en interne, donc on a déjà un petit avis, mais moi, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de se lancer dans l'aventure, en tout cas de prendre ces sujets d'éco-conception et de sobriété au sérieux, et en tout cas d'attaquer une démarche, et pourquoi pas de s'outiller avec Greenframe. On va avancer vers la conclusion. Du coup, est-ce que tu as encore un rêve technologique ou un rêve de projet? Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais 49 ans, que tu avais commencé en basique. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font rêver à l'heure actuelle? Alors au niveau technologique, j'ai de moins en moins de rêves parce que j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé avec ce qui se passe aujourd'hui autour de l'AI, autour de quelque part de la vitesse hallucinante des progrès dans ce domaine. Je rêve que le business model de l'open source, sur lequel nous on a beaucoup basé, se développe encore davantage, et notamment qu'on permette à tout le monde, grâce à l'intelligence artificielle et à l'open source, de devenir quelque part un développeur. Je rêve que n'importe qui puisse dire tiens, je voudrais combiner tel outil. Est-ce que tu peux faire ça, ChatGPT ou je sais pas quelle autre intelligence artificielle, pour construire son propre outillage, pour avoir ses données chez elle et éviter quelque part on se fasse désintermédier par des grosses plateformes. Je pense que on arrive à une démocratisation de notre métier, l'informatique aujourd'hui absolument folle, et qui peut-être va permettre le doux rêve de ceux qui ont fondé le mouvement open source, qui est de quelque part s'affranchir du contrôle des grandes sociétés. En tout cas, ce serait une bonne chose que ça arrive. On peut toujours espérer. Malheureusement, moi, je suis assez sceptique sur l'avenir proche, mais encore une fois, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que tu peux me donner la définition avec tes propres mots? Alors, je vais choisir volontairement le terme suivant. Qu'est-ce que pour toi un bon développeur? Bon, bah, il y a des bons et il y a des mauvais développeurs, hein, j'ai envie de dire. Donc, bon développeur, il voit un truc qui bouge, il tire. Non, un bon ou un mauvais développeur, je pense que c'est une question de. Il y a d'abord une question de se mettre à la place de l'utilisateur. Il y a tout un tas de développeurs pour qui ce qui est intéressant, c'est le code. Moi, je pense que ce qui est important, c'est le service qu'on rend à des utilisateurs, et donc ça nécessite de se mettre à la place, voire mieux, de parler avec des utilisateurs. Alors, tous les dispositifs projets permettent pas de le faire, mais nous, on essaie de favoriser ceux qui mettent directement en contact les développeurs avec les utilisateurs, parce qu'on change vraiment sa façon de développer dans ces cas-là. Et le bon développeur, il sera aussi, à mon sens, toujours curieux de la façon dont font les autres. On a tendance assez rapidement dans ce métier à maîtriser une façon de faire les choses en se disant bah si ça marchait, autant la faire tout le temps. Mais il y a tout un tas d'autres gens qui inventent des choses, et moi je suis persuadé que les autres sont toujours meilleurs que nous. Donc la curiosité, elle est vraiment clé dans ce métier. Eh ben, à tous les développeurs qui nous écoutent, voilà, vous avez une définition de ce que vous devez faire. Cette interview se termine. Est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs? Alors, ça peut être en lien avec le podcast ou ça peut être en lien avec tout ce que tu veux. Ben, je leur conseille d'écouter des podcasts comme celui d'Axopen, d'aller s'ouvrir, d'aller à la rencontre de la nouveauté sans avoir trop peur. Il y avait jusqu'au Covid des conférences, des salons pour les développeurs qui étaient des lieux vraiment de découverte, et pour moi aussi de la diversité dans nos métiers, et puis de trouver des nouveaux horizons. Malheureusement, ils sont moins actifs ou plus petits aujourd'hui. Moi, je cherche toujours d'autres moyen de m'ouvrir, d'aller chercher de l'inspiration. Je pense que les podcasts en sont un, la lecture d'articles en est un autre. Voilà, s'ouvrir, aller à la rencontre des autres, c'est ce qui nous fait le plus avancer dans notre métier. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis.
C'est en s'ouvrant aux autres, dans l'échange et dans les dialogues. Et c'est souvent ce que je dis aux jeunes développeurs qui attaquent leur carrière et qui veulent faire du full télétravail. Je leur dis, mais vous n'avez pas compris comment vous allez apprendre dans la vie. C'est au contact des gens, en allant rencontrer des clients, des développeurs, tout un tas de gens, que vous allez devenir meilleur sur votre propre métier. François, merci. C'était vraiment un plaisir. J'espère que ça t'a plu. Et puis, je mettrai dans la description du podcast, évidemment, tous les liens vers Greenframe. Si tu nous autorises, le lien vers ton LinkedIn, pour que les gens qui ont des questions puissent te contacter. Avec plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Merci.